Tahar Benjeloun, bonjour. Bonjour Eric. Nous sommes ici donc dans un des espaces de l'exposition qui présente pour la première fois dans une institution publique en France vos travaux de peinture. Quel effet ça vous fait, cette mise en scène qui n'est pas encore terminée puisque l'exposition est en cours d'installation? Je suis très ému, vraiment, c'est trop. Est-ce que vous les voyez différemment? Forcément, parce que là, elles sont mises en scène, elles sont placées, et la lumière. Oh non, là, c'est extraordinaire. On ne se rend pas compte du changement entre mon petit atelier et puis cet espace magnifique avec ces couleurs. Oh non, non, c'est formidable. Je suis ravi et ému et vraiment, je vous remercie parce que je sais que vous êtes pour beaucoup dans cette histoire. Et quand on regarde vos tableaux, parce que finalement vous avez une pratique récurrente, régulière maintenant de la peinture depuis simplement quelques années, on sent déjà une évolution, c'est-à-dire que dans les premières toiles, il y a encore une présence assez grande de l'écrit et surtout ce qui frappe beaucoup de gens qui ont vu ou commencé à voir l'exposition, c'est que le fond de la toile est toujours apparent, un peu comme la page d'un livre. Est-ce que ça a été volontaire ou pas, ce type d'approcher la toile comme on approche la page d'un livre, sachant que vous avez beaucoup écrit de façon manuscrite oui. Tous vos premiers romans? Je crois que c'est inconscient chez moi, parce qu'effectivement, je passe de l'écriture à la peinture, et pour moi, je ne fais pas beaucoup de différence, parce que je continue de tracer des signes, sauf que ces signes sans couleur, ne se rassemblent pas pour dire quelque chose, mais qui sont là pour marquer un mouvement, plutôt le mouvement, et que c'est une page blanche, effectivement. C'est beaucoup plus tard, quand par exemple cette toile où j'ai essayé de peindre le fond dans une couleur et de peindre sur ce fond, sur cette couleur. C'est très rare. Mais en général, c'est vrai, c'est une très bonne remarque que je n'avais même pas faite moi-même. Et c'est d'autant plus apparent sur la série dernièrement consacrée à Matera, cette ville d'Italie du Sud, qui vous a beaucoup inspiré, où là, on n'a quasiment plus de fond blanc. Oui, vous avez raison. Sauf la toile sur la nuit, qui est bleu sur bleu, etc. Mais c'est vrai, je travaille comme un écrivain. Je suis un écrivain peintre. Je continue le même travail finalement, c'est pas beaucoup. Je ne raconte pas beaucoup d'histoires dans mes toiles, mais j'aime bien jouer avec les signes, même s'ils ne veulent pas dire grand-chose de précis. Oui, parce que vous dites toujours que votre peinture n'est pas forcément porteuse de messages particuliers. Comme disait Simenon, quand j'ai un message, je vais à la poste. Quel message? Si, peut-être, on peut, pas un message, mais on peut dire que derrière tout ça, il y a une volonté de joie, d'optimisme, de danse, de fête, oui, quelque chose comme ça. Il n'y a qu'une seule toile qui est triste et tragique, c'est la toile... J'étais en train de peindre la danse, justement, quand il y a eu le massacre du 13 novembre 2015, et j'ai jeté sur la toile de l'encre de Chine que j'avais apportée de la main. J'étais tellement sidéré, scandalisé, horrifié par ce qui s'est passé, que je ne savais pas quoi faire. J'ai arrêté de peindre et c'est la seule toile qui a un sens, enfin qui veut un message de colère. Mais les autres, c'est plutôt la joie et la fête. En lien avec une actualité précise. Oui, parce que ça arrivait comme ça. Et en plus, sur cette toile du 13 novembre, vous avez jeté de l'encre de Chine noire, alors qu'au Maroc, la couleur du deuil, c'est plutôt le blanc. Le blanc. Mais alors, ce qui quand même... C'est un peu les accidents techniques. Cette encre de Chine, peut-être n'est pas de très bonne qualité, avec le temps, on peut voir derrière ce que j'avais pas avant, c'est-à-dire la danse. Ça ressort. Mais ça, c'est pas bien, c'est un heureux accident technique, c'est très bien. Mais bon, ce n'était pas le deuil que je voulais exprimer, parce que le deuil, c'est énorme. C'est surtout la colère, la rage. Et ça continue, d'ailleurs. On est menacé tous les jours. Et c'est quelque chose qui me préoccupe énormément en tant que citoyen, en tant qu'être humain tout simplement. Et je crois que même l'art ne peut rien contre ça. Enfin, l'art, il est là pour peut-être soulager quelques douleurs, mais c'est tout.
disons que ça permet certainement à l'être humain de pouvoir rêver vers un ailleurs, vers quelque chose qui l'extrait de la réalité. Et c'est peut-être en ce sens que cette peinture est, est récréative dans le vrai sens du terme, qu'elle invite à se détacher d'une réalité qui est souvent un peu oppressante pour aller vers quelque chose de plus léger. En principe, on essaie un peu quand même, c'est pour ça que je parle de lumière. J'essaie de rejoindre la lumière du monde, de la peindre, la mettre en valeur. Parce que le monde n'est pas que noirceur, n'est pas que ténèbres. Il y a aussi des moments de très grand bonheur, quand il y a des découvertes scientifiques qui sortent des vies humaines. Pour moi, c'est une part de la lumière du monde. Quand il y a des solidarités humaines qui viennent au secours de populations en détresse, ça c'est une part de lumière. Mais il y a à côté, bien sûr, des salauds, des fous furieux qui tuent des innocents, et ça n'a pas de... Et puis c'est pas un phénomène circonscrit dans l'histoire. Depuis le début de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Parfois, je me dis quand même que l'histoire... notre histoire, elle est beaucoup moins violente que celle de nos grands-parents, qui ont vécu quand même le XXe siècle, qui a été depuis la Première Guerre mondiale, depuis le génocide des Arméniens, ensuite la Shoah, ensuite les guerres en Asie, les guerres civiles en Espagne, en Grèce, au Liban. Maintenant, c'est quand même le XXe siècle est un festival d'horreur. Là, quand même s'il reste quelques guerres par-ci par-là, on n'a pas connu une telle horreur qu'ont connu nos grands-parents. Vous avez également souhaité que le parcours de l'exposition soit émaillé de quelques broderies marocaines de différentes, régions, de différentes productions. Époque aussi. Vous pouvez expliquer pourquoi? C'est mon enfance. C'est absolument mon enfance. J'ai été bercé vraiment par la présence de ces broderies de Fès. Moi, je suis de Fès. Et j'ai encore le souvenir de ma mère, ma sœur aînée, qui était en train de courber comme ça, en train de broder le trousseau de mariage de ma sœur. Et j'ai vu ça aussi dans la famille. Et après, j'ai vu des foyers où le salon principal, où on reçoit les gens, est composé de ces coussins où il y a de la broderie, de ces tapis où il y a de la broderie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Et je pense que à l'époque, j'avais aucune conscience de la beauté, de l'esthétique de ce travail artisanal, manuel. Mais avec le temps, quand j'ai vu les premières peintures de Klee, quand il était en Tunisie, j'ai eu cette réflexion, enfin, il a tout pompé sur les broderies et les tapis du Maghreb. Ce qui n'est pas faux, mais en même temps, il a sa part, bien sûr, de création. Mais on ne peut pas rester indifférent à cet art qui est extrêmement obsessionnel, un peu trop logique pour moi. Il n'y a pas de folie dans les broderies. C'est très, très cadré. Alors c'est pour ça que moi, j'ai une toile, par exemple, où il y a 4 planches dans cette toile. Alors, le haut, il y a une harmonie, et le bas, il y a une espèce de désordre et de folie qui fait que c'est un peu la vie, quoi. Quand vous dites que c'est un travail très cadré, c'est quand même un travail qui est porteur d'un certain imaginaire. Bien sûr, c'est un travail qui reproduit une vision que les femmes, c'est surtout les femmes qui brodaient, avaient de la nature, et puis de l'environnement immédiat, du zélige, qui ornait le sol et les murs, et du haïté, ce tissu qu'on mettait à la place où on met aujourd'hui le papier peint, on mettait du haïté, du tissu de plusieurs couleurs, avec des arcs comme ça, c'était magnifique ça. Donc elles étaient entourées de ces créations artisanales, et elles essayaient un peu d'accompagner ou de compléter ces objets-là. À l'occasion des 30 ans de Lima, nous faisons dans le musée un réaccrochage partiel des collections en mettant en avant notre collection d'art moderne et contemporain arabe. Et en reprenant le dossier des œuvres, une chose m'a beaucoup frappé, de nombreux peintres, à la fois du Maghreb et du Machrek, expriment le côté jouissif de la peinture, le plaisir qu'ils ont à manier les pigments, la couleur, les instruments, les pinceaux, voire même utiliser leurs mains
Vous êtes dans la même disposition quand vous entamez une toile? D'abord, quand j'entame une toile, je ne sais pas où je vais. C'est comme pour un roman. Je n'ai jamais connu d'avance la fin du roman. Jamais. Et là, c'est la même chose pour la toile. Sauf que ce qui fait cette espèce de féerie qu'on retrouve en général dans les arts plastiques modernes, en général, c'est l'absence l'absence de la religion. Moi, j'ai été fasciné par la présence du Christ et de la religion chrétienne dans toute l'histoire de la peinture occidentale. Si aujourd'hui on mettait de côté toute cette peinture-là, il ne resterait pas grand-chose. C'est-à-dire finalement, c'est extraordinaire en même temps. C'était à la fois un travail de commande, mais c'était une commande qui était sublimée justement par le génie des peintres qui satisfaisaient à ces commandes. Rembrandt a fait des choses extraordinaires, mais il a baigné dans cette religiosité. Et Rubens, Vermeer, on arrive à Caravage. Caravage, c'était un voyou. C'était un sublime voyou. Donc, il a cassé cette espèce de relation au Christ, il l'a cassé brutalement avec cette espèce de force et de violence très moderne. Parce que Caravage, finalement, il est presque contemporain de Pasolini, alors qu'ils ont plusieurs siècles de différence. Et on retrouve cette espèce de force qu'il y a et de colère chez Caravage, que j'adore, j'aime beaucoup Caravage. Et je suis plus à l'aise avec lui qu'avec Rembrandt, et je suis intimidé par Rembrandt. Il me regarde et je baisse les yeux. Mais oui, c'est vrai que Caravage permet peut-être une entrée plus directe dans le oui, c'est direct, c'est direct. Mais quand je me trouve devant Van Gogh, c'est autre chose. La religion est absente. Et donc vous êtes marocain. Le Maroc, comme d'une façon un peu plus large le Maghreb, n'est pas une région du monde où il y a une grande tradition du figuratif. Et ce qui est frappant aussi quand on regarde vos toiles, c'est qu'il n'y a pas la présence ni de l'humain, ni du vivant, hormis des silhouettes qui évoquent évidemment des nuées ou des envols d'oiseaux. Non, moi je ne suis pas capable de faire du figuratif parce que je n'ai pas envie de recopier le réel. J'ai envie de donner du réel une autre vision. C'est exactement comme la musique. C'est pour ça que quand je peins, j'écoute la musique de jazz. Pourquoi? Parce que le jazz, pour moi, c'est l'expression de la liberté absolue, dans la mesure où il y a un thème et après, chaque instrument va improviser sur ce thème, va créer quelque chose en direct et c'est extraordinaire. Évidemment, j'ai une grande passion pour la musique classique, ça c'est autre chose. C'est classique, c'est ordonné, il n'y a pas une virgule qui est déplacée. Alors que dans le jazz, il y a une telle liberté de création qui correspond à mon humeur et à ma façon d'être. Donc, j'ai pas au Maroc, le figuratif, pour moi, n'a pas de sens. Ce qui est important au Maroc, c'est la lumière, c'est les paysages, c'est une façon d'être au monde qui n'est pas forcément représentée par des figures précises. Mais quand je parle de figuratif, c'est pas forcément par mimétisme à la réalité. Oui. Ça peut être aussi un figuratif transfiguré. Par rare. Exemple, dans les arts de l'islam, on a notamment dans les arts du livre des peintures avec des représentations de scènes qui n'ont rien à voir avec l'approche réaliste de l'art occidental depuis la Renaissance et qui néanmoins convient à un monde complètement différent de celui auquel l'œil occidental est habitué. C'est dans ce sens que je posais la question de savoir, il ne s'agit pas de faire nécessairement un portrait, mais d'évoquer comme Matisse a pu le faire d'ailleurs. Je crois que les artistes arabes de l'ère musulmane ont été victimes un peu de ce préjugé très répandu par la pensée occidentale, comme quoi l'islam interdit la peinture. Ce qui est faux. C'est faux, absolument faux. Quand on voit les miniatures persanes, qui sont d'une précision extraordinaire, diabolique, avec des représentations figuratives très précises, et qui sont, certains sont très belles. Mais quand les autres, parce que quand je prends un type comme Cherkaoui, le peintre marocain Cherkaoui,
il s'est axé sur les signes de la culture berbère, la culture arabe, et il en a fait une sorte d'hommage permanent. Quand on va un peu plus loin que Cheikhaoui, on voit Garbaoui. Garbaoui, il est dans cette espèce de rage et de colère qui fait que il fait des circonférences, avec la craie, il est en colère. Et ça exprime quelque chose, mais quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'origine de Garbaoui dirait que ça pourrait être un artiste d'Europe centrale ou d'Europe occidentale. Alors que... D'ailleurs, peut-on définir une arabité, entre guillemets, c'est ça. Dans les productions plastiques? Non, surtout pas. Il ne faut surtout pas faire ça parce que c'est quoi une peinture arabe? C'est comme... Bon, évidemment, quand on écrit en arabe, on est un écrivain arabe. Mais quand on écrit en français, on est un écrivain français. Alors, en peint, il n'y a pas de langue. Alors, en peint, évidemment, non, on ne va pas chercher une identité. Surtout pas. Par exemple, à partir de la moitié du XXe siècle, beaucoup d'artistes se sont posé la question de comment exprimer une modernité à l'intérieur du monde arabe. Et alors souvent, ils ont regardé aussi quelle était la tradition de l'ère géographique dont ils étaient originaires. Donc on parle souvent d'école du signe en rapport avec une utilisation réinterprétée de la calligraphie arabe, ou alors une réinterprétation des arts traditionnels ou de certains aspects, j'aime pas le mot, mais folkloriques entre guillemets. Parce que le problème était aussi de savoir comment l'art pouvait être reçu par des populations qui n'étaient pas nécessairement averties dans ces domaines-là. Ben, écoutez, il y a une expérience à laquelle j'ai participé, non pas en tant qu'artiste, mais en tant que simple enseignant à l'époque. Il y avait le groupe Souffle, de la revue Souffle, autour d'Abdelatif Labi. Il y avait avec nous à l'époque comme artistes Melehi, Shebab, El Kahya, Hariri, enfin d'autres plasticiens, et ils ont exposé à la place Jamal Fna. Ça a été une expérience extraordinaire, la première fois où des artistes étaient donnés à voir dans un espace populaire, très passant, extrêmement. C'était une expérience fantastique. L'année d'après, j'ai organisé, moi, dans le lycée où j'enseignais, c'était le lycée Mohamed V de Casablanca, la même exposition avec les mêmes artistes. Et j'avais demandé, je me souviens, à tous les lycéens d'écrire un commentaire sur des bouts de papier. Chacun, alors évidemment, allait de son commentaire. Et c'était une expérience aussi extraordinaire parce que c'est la première fois que des jeunes lycéens, des jeunes gens marocains voyaient une toile de peinture. Parce que au Maroc, les galeries, les musées, c'est pas... À l'époque, ça, 45 ans, il n'y en avait pas. Donc, c'est la première qui était en face d'une œuvre artistique. Et là, ils ont apprécié à divers degrés. Mais je me souviens, même si c'est très très loin, il y avait une réflexion qui revenait tout le temps. Mais c'est quoi ça? C'est pas le Maroc, ça. Comme si le Maroc devait avoir une représentation bien déterminée. Et ça, c'est une erreur parce que il n'y a pas de peinture égyptienne, il n'y a pas de peinture libanaise, il n'y a pas de peinture marocaine, il y a la peinture. Il y a la peinture, il y a les arts plastiques qui sont de qualité ou ne sont pas de qualité, et basta. Parce que sinon, quand on va dans un grand musée visiter la collection permanente, par exemple, d'un musée, on ne cherche pas l'origine natale de tel artiste. On voit si c'est beau ou pas beau, c'est tout. Et c'est ça ce que j'aimerais qu'on fasse avec le monde arabe. Moi, il y a des peintres arabes, Adam Hanin par exemple, j'aime beaucoup, Dia Azawi, l'Irakien, qui, pour moi, n'ont pas le passeport qui apparaît derrière leur travail. Leur identité géographique et natale n'est pas forcément exprimée dans ce qu'ils font. Ça pourrait être des peintres d'Amérique ou d'ailleurs, peu importe. Mais on est quand même
on est quand même le porteur de la lumière de son pays natal quand même, ou l'absence de lumière, ça dépend d'où on vient. Quand vous peignez soit sur des toiles libres, qui sont ensuite montées sur châssis, soit directement sur des toiles pour les plus petits formats, qui sont déjà, elles, sur châssis. Oui. Vous peignez sur chevalet? Non, jamais. Jamais. Donc vous peignez toujours sur votre support à l'horizontale? Sur une grande table. Sur une grande table. Et j'essaie d'imaginer, par exemple, quand c'est une grande toile, alors je vais par petits bouts, et c'est exactement comme la broderie. Elle commence, il y a un long morceau de tissu blanc qui dépasse et qui va être rempli petit à petit pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. La même chose, je ne sais pas où je vais, je fais la même chose. Est-ce que vous avez l'impression que justement le fait de travailler sur un support à l'horizontale, votre corps est plus sollicité, pas simplement la main, parce que quand on peint sur une toile mise sur un chevalet, c'est plus la main ou le bras qui va travailler, alors que quand j'ai on besoin se penche aussi de m'éloigner sur pour voir ce que ça donne. Oui, je m'éloigne un peu pour voir. Oui, mais c'est quand même un travail c'est physique. D'instinct. Oui, d'instinct. Physique, oui, mais bon, c'est pas. Si j'étais sculpteur, oui, le travail physique est énorme. Mais là, non, c'est pas fatigant. C'est même jouissif et réjouissant. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire, justement. Et vous faites un travail avec les jeunes, les adolescents. Et pareillement, à l'occasion de cette exposition, ici, vous avez souhaité pouvoir rencontrer des lycéens, chose qui sera faite le 20 octobre prochain. Vous voulez leur dire quoi autour de, justement, l'ensemble des toiles qui sont ici présentées, accompagnées par un certain nombre de vos manuscrits et carnets de notes et de dessins? Je vais essayer de leur montrer la continuité entre les manuscrits qui sont là dans ces vitrines et puis le travail de peinture et surtout leur donner l'envie d'être réellement libre face à la création et d'oser vraiment s'exprimer en toute liberté et qu'en chacun de nous il y a une part profonde d'imaginaire et de création. Il y a pas, nous ne sommes pas tous des artistes, mais il y a toujours en chacun de nous quelque chose qui peut être enfui dans le tréfonds de l'âme. Il y a une part d'imaginaire, de liberté qui veut sortir, soit par la musique, soit par la peinture, soit par les mots, soit par la danse, soit par le jeu. Et ça, j'aimerais dire à ces jeunes garçons et filles, qu'ils soient libres, qu'ils osent répondre à ce fond qu'il y a en nous. Je suis sûr que quand je pense à quelqu'un comme Amadeus Mozart, quand il avait 6 ans et qu'il jouait de la musique d'une façon sublime, si son père n'avait pas poussé à exprimer ce qu'il avait en lui, l'humanité aurait été appauvrie aujourd'hui de Mozart. Et Mozart, c'est l'exemple même de l'enfance pleine de créativité qu'il faut mettre en avant. Mozart, bien sûr, il n'y en a qu'un seul, il n'y en aura pas deux, mais ça peut être Michel-Ange, ça peut être je ne sais pas, Kandinsky, ça peut être Van Gogh, peu importe. Il y a en chacun de nous quelque chose qui demande à se libérer et d'aller vers les autres. Je ne pense pas que, même si je n'ai pas une grande estime pour l'humanité en général, mais je pense qu'à l'intérieur, il y a des individualités, qui font honneur à l'humanité et qu'il faut encourager. Et ça commence avec l'enfance, l'adolescence. On ne va pas chercher chez les adultes cette créativité, c'est trop tard. Mais chez les jeunes, je pense qu'il faut les inciter à s'exprimer par tous les moyens. La musique, peut-être, ils sont plus d'ailleurs aptes à s'exprimer par la musique parce que c'est plus contemporain. C'est l'air du temps. Oui, c'est l'air du temps. Peut-être le dessin ou la peinture serait aussi une façon pour eux de s'exprimer. Vous êtes passé de l'écrit à une certaine forme d'image. Est-ce que vous seriez tenté ensuite que cette image devienne animée et faire du cinéma, puisque tout jeune, vous avez beaucoup étudié ou travaillé autour du cinéma, puisque vous étiez porteur de je suis soutien de ciné-club. Je suis cinéphile, j'adore le cinéma.
J'en vois tout le temps, mais je suis incapable d'écrire un bon scénario et encore moins de réaliser un film. Non, je laisse ça à chacun son domaine. Mais le cinéma joue aujourd'hui le rôle d'éveilleur de conscience à la limite. Moi, quand j'étais jeune, j'avais la chance de voir un film par jour à Tanger, parce qu'on avait deux cinémas qui passaient chaque jour un film nouveau. Et ça m'a ouvert l'esprit sur le monde. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai été élevé dans l'école de Hitchcock, Fritz Lang, Orson Welles, John Huston. Après, c'était Godard, Truffaut, etc. Mais j'ai vécu avec ces images et ils m'ont raconté des histoires. Et John Ford, par exemple, dans les westerns de John Ford, j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire des États-Unis, beaucoup de choses sur la manière de raconter les histoires. Et c'est ça un peu qui est important. Et quand on prend un film d'Hitchcock aujourd'hui, et j'en parle beaucoup avec mon fils Yanis qui fait une école de cinéma, je lui dis regarde, Hitchcock ne perd pas une seconde, il n'y a pas un plan en trop. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui va direct aux choses, qui raconte une histoire. En plus, il dessinait chacun de ses plans avant le tournage. Oui, mais ça fait le travail. Il dessinait les storyboards comme ça, il dessinait tout. Donc, le cinéma peut être un élément important dans cette modernité à laquelle nous espérons appartenir. Et vos enfants, comment ils regardent votre peinture? Différemment de ce qu'ils ont lu de vous? Différemment parce que ça ne demande pas l'effort de lire. Non, ma fille aînée, elle lit. Mes autres enfants, ils lisent paresseusement. Mais c'est une toile, c'est plus évident dès qu'ils la voient, ils l'aiment, ils l'aiment pas, mais ils disent « Ah, c'est formidable, oh là là, papa, c'est... » Bon, ils disent ce qu'ils pensent. Bon, c'est très bien. Sur ce, nous finirons l'entretien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. C'est formidable.